le document et vous allez me dire si tout le monde le voit bien. Est-ce que vous voyez notre document? Est-ce Oui, que le... Ouais, ça va pour le partage? oui, oui, nickel. Parfait. Alors, on est là pour essayer de vous faire toucher du doigt les attendus. Pour nous, MDPH, concernant le remplissage du certificat médical CERFA. Donc, on va commencer par parler réglementation. Puis on a fait un pas à pas avec ma consoeur et collègue pour faire des focus sur ce qui nous semblait essentiel à chaque page du document. On a illustré par quelques cas pratiques. Je ne suis pas sûre qu'on ait forcément le temps de les voir, mais en tout cas, vous les aurez puisqu'on vous transmettra le support. Ce qui nous semblait important, c'est de vous transmettre la définition déjà du handicap selon la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Donc pour nous déjà, il faut que la personne entre dans le champ du handicap et nous, on intervient dans le droit spécifique, à savoir que on intervient quand le droit commun ne suffit plus à compenser les altérations de fonction de la personne et surtout ses retentissements. Nous, on est vraiment, on s'attache pas à un diagnostic, on s'attache à des retentissements fonctionnels sur une évaluation globale de la personne, médico-sociale, personnalisée. Donc la définition, enfin pour nous l'éligibilité, ce sont voilà des altérations de fonction quelles qu'elles soient, qui soient substantielles, donc importantes, durables. La durabilité est importante, à savoir que il faut qu'elle perdure au-delà d'un an et que ces altérations de fonction entraînent des limitations d'activité pour la personne et des restrictions à la participation, pour sa participation à la vie sociale, en mettant en lien que ces limitations et ces restrictions soient bien en lien avec ces altérations de fonction. Ça, c'est l'entrée et la réglementation du guide Barème. Donc, les fondements le cadre officiel de ce CERFA médical, c'est déjà un CERFA et un formulaire qui est indispensable pour toute demande auprès de la MDPH, que ce soit une première demande de reconnaissance dans le champ du handicap ou un renouvellement. Il est indispensable. Il a pour vocation de transmettre des données médicales, fonctionnelles, contextuelles, qui sont nécessaires pour nous pour évaluer les limitations, justement, les retentissements, les besoins. Le document doit inclure des diagnostics, une évolution prévisible, les conséquences fonctionnelles. Et ce qui est très important aussi pour nous, parce qu'il y a beaucoup de fraude sur ce CERFA, c'est indispensable qu'il soit daté, que vous soyez clairement identifié, vous médecin, avec votre numéro RPPS, qui soit daté et idéalement un tampon, idéalement. S'il manque un de ces éléments, la demande est rejetée. Effectivement, un CERFA un certificat, on verra avec ma collègue Clio au fur et à mesure, complet, avec tous les éléments en notre possession, va nous permettre de faire une évaluation rapide, précise. C'est-à-dire que avec les 120 000 demandes qu'on a eues en 2025 sur les 8 pôles, on a voilà quelques minutes pour se faire une vision très précise, globale de la personne, de sa situation. Donc plus on va avoir des éléments de compréhension, mieux on va évaluer et finalement mieux on va compenser et surtout on va traiter la demande rapidement.
La validité de ce CERFA, il est valable 12 mois, sauf évidemment évolution de l'état de santé du demandeur. Le certificat médical peut être simplifié. Dans ce cas-là, on reverra avec Clio la première page sur la première page. Il peut être simplifié que si le CERFA antérieur a été rempli par le même médecin. À savoir que un nouveau médecin ou un médecin spécialiste qui intervient et qui fait un CERFA simplifié ou même votre remplaçant par exemple, vous avez un remplaçant, il coche certificat simplifié, ça sera rejeté. On a besoin dans cette simplification que ça soit le même médecin qui connaît bien la personne et qui le suit, qui puisse faire ce certificat. Le formulaire, il peut être rempli aussi bien par un médecin spécialiste qu'un médecin généraliste, en présence du patient qu'il connaît bien, si possible, évidemment, parce qu'on connaît les contraintes, effectivement, pour trouver un médecin et avoir déjà un médecin traitant. Et l'idéal aussi, transmis sous pli confidentiel. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit aussi beaucoup, souvent, c'est sur ces CERFA des écritures multiples et pas que celles du médecin traitant. Probablement, la plupart du temps, on imagine, mais ça, on n'a pas la preuve, l'usager qui se permet de compléter. Alors parfois, si c'est juste un petit complément pour dire que il y a tel appareillage, c'est pas très conséquent. Par contre, quand on voit sur les retentissements des activités et les limitations fonctionnelles des croix, des rayures, c'est très compliqué pour nous de savoir si vous, en tant que médecin, vous avez fait la délégation du remplissage et vous êtes OK avec ça et c'est votre patient qui le remplit, ou s'il se permet derrière, une fois que vous avez rempli le certificat, de rajouter des choses et de les modifier. Donc là, ça nous met aussi en difficulté et c'est souvent des certificats qu'on va pas forcément refuser, mais en tout cas, on va demander des pièces complémentaires. On va essayer de creuser le sujet. Donc ça nous fait perdre du temps. Précision, Catherine, je Oui, me permets. vas-y, je t'en prie. Sur la partie présentielle avec le patient, en pratique, si en fin de consultation, la demande de remplissage vous est faite et que clairement ce n'est ni le moment ni opportun à ce moment-là de le faire, il est fortement recommandé, plutôt que peut-être, selon les usages de certains, plutôt que de le garder sous le coude et de le remplir quand vous aurez le temps, entre guillemets, il est fortement recommandé de reconvoquer ou de reproposer une consultation avec votre patient de manière à l'avoir en face de vous pour retranscrire le plus fidèlement possible les retentissements à l'instant T. Voilà. Donc, ce certificat doit refléter l'impact fonctionnel du handicap, incluant les limitations psychiques, physiques, sociales, les acteurs impliqués. Donc, il y a vous, le médecin rédacteur, et nous sur la MDPH, en fait. Chaque dossier, chaque CERFA est examiné et lu dans son entièreté, ainsi que tous les éléments complémentaires. Tout est lu par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de santé, médecins, infirmières, psychologues, référents scolaires pour tout ce qui concerne les demandes d'adaptation et de compensation chez les enfants, ergothérapeute, travailleur social et coordinatrice des pôles. Alors, je vais laisser la parole à Clio pour le détail et le pas à pas de ce CERFA. Merci Catherine. Rentrons dans le vif du sujet concernant ce document. Si effectivement, comme on a vu tout à l'heure, la partie grisée du haut vous indique que pour chacun des trois items, il n'y a réellement pas eu de changement, notamment chez l'adulte, hein, c'est les cas de figure qu'on rencontre le plus souvent. Effectivement, il est possible de cocher non. Une note particulière pour les enfants, étant donné
la plasticité cérébrale et toutes les évolutions possibles qui peuvent être nettement plus rapides, il est fortement recommandé de réactualiser en remplissant un nouveau CERFA dans son entièreté. Ça ne veut pas forcément dire que nous avons besoin de quelque chose d'aussi exhaustif que le premier, mais nous avons besoin d'avoir, encore une fois, une image des retentissements à l'instant T. Euh, pour la suite, concernant la pathologie qui motive la demande de votre patient, ce qui est attendu, c'est effectivement la pathologie, là où les pathologies principales, mais qui retentissent. Je vais vous donner un exemple assez fréquent d'un asthme contrôlé, par exemple, ou d'une migraine qui serait également récidivante chez la personne. Si ce n'est pas la pathologie qui retentit au quotidien, il n'est pas essentiel de nous dérouler, entre guillemets, l'historique de tous les antécédents. C'est vraiment ce qui retentit principalement. Concernant l'histoire de la maladie, euh, l'ancienneté des troubles peut être utile parce que il peut y avoir justement un impact historique hein, sur l'inclusion sociale au fil des années, scolaire ou professionnelle également, selon l'âge de la personne. Et s'il y a eu des hospitalisations, effectivement, c'est là que c'est utile de le savoir parce que ça peut nous donner aussi une idée sur euh, l'importance, le côté substantiel du retentissement. Euh, dans la description, donc en item 3, description clinique actuelle, ce qui manque souvent dans certaines pathologies, notamment concernant les manques supérieurs, c'est la latéralité. Ça peut être très différent en termes de compensation si effectivement le bras dominant est touché. Donc ça peut nous être très utile. Le poids et la taille, en cas de maigreur ou de situation d'obésité, peuvent également nous aider à avoir une meilleure image des retentissements. Concernant la fréquence des signes invalidants, il est utile d'avoir une idée de la réoccurrence. C'est-à-dire si on a, par exemple, hein, je prenais l'exemple de la migraine tout à l'heure, des douleurs qui sont présentes un jour par semaine en moyenne, selon si on a un agenda des crises, par exemple, pour s'appuyer sur cette information, ça n'est pas quelque chose qui est présent plus de la moitié du temps. Donc, c'est quelque chose qui sera à préciser qui aura un caractère ponctuel et qui nous donnerait une indication sur l'absence de retentissement probable en lien avec cette pathologie. Si, à l'inverse, vous avez une personne qui a une pathologie douloureuse ou autrement gênante plus d'un jour sur deux, alors là, on est dans une fréquence régulière. On est à plus de 15 jours par mois. Voilà, il y a plusieurs manières de décliner cette fréquence. Si on a un absentéisme, par exemple, scolaire ou professionnel, qui nous permet aussi d'évaluer cette fréquence, ça peut être l'occasion de le préciser à cet endroit. Euh, et en dernière remarque, les retentissements associés, qui ne sont pas forcément diagnostiqués formellement, comme par exemple une anxiété réactionnelle importante, des phobies, quelque chose qui vous fait évoquer une conséquence hein, dépressive, voire traumatique en conséquence de ce qui arrive à la personne, ça peut tout à fait être légitime de le noter, même si vous n'en avez pas la confirmation diagnostique spécialisée. Pour la perspective d'évaluation globale, alors, encore une fois, on n'est pas dans une attente d'exhaustivité, hein. Si ça ne vous est pas euh, euh, accessible, cette information, aucune obligation de la remplir. Mais si effectivement vous avez un suivi assez conséquent et on va prendre l'exemple de la gonarthrose, hein, avec dans certaines situations une destruction cartilagineuse qui va être inévitable, on pense notamment selon les contraintes que subit la personne, oui, alors à ce moment-là, on peut envisager une aggravation. Vous ne vous comment dire, ça s'inscrit pas dans quelque chose de forcément, qui va forcément arriver, mais en tout cas, ça nous donne une indication sur les retentissements à venir, notamment dans l'année ou les années à venir.
Et ce qui est particulièrement important aussi, ce que tu dis, Clio, c'est que bah, la pénurie de médecins, elle est aussi actuelle au sein des pôles d'autonomie où parfois il n'y a pas de médecins. Donc c'est des infirmiers qui vont faire cette évaluation au sein de l'EP. Hein, ils ne sont pas tout seuls évidemment. Mais c'est clair que plus il va y avoir de détails par rapport à l'évolution, plus ça va les aider, eux, à comprendre les pathologies, parce que ce ne sont pas des médecins. Voilà, faut le savoir. Voilà, donc les déficiences sensorielles, comme vous le savez certainement, font l'objet de volets séparés qui peuvent être, qui d'ailleurs doivent être dans le cas de déficience auditive ou visuelle incluses en annexe. Celles-ci effectivement sont remplies soit par un ophtalmologiste ou un ORL en cas de déficience auditive et nous apportent, on le verra plus tard, des informations clés. Je fais un aparté sur certaines pathologies qui reviennent souvent, notamment chez l'enfant. On parlait de TND, de troubles du neurodéveloppement. Des fois, si on interprète le remplissage de ce certificat comme une opportunité aussi pour soi en tant que médecin traitant, on peut le voir aussi comme un rappel en se disant, tiens, cet enfant n'a pas eu de vérification de son audition. Et ça peut être l'occasion de le préciser. C'est quelque chose qui nous aide aussi pour nous dire peut-être que le problème sera réversible ultérieurement si on voit que le trouble finalement s'atténue avec le temps s'il y a une correction d'un trouble auditif. Concernant les prises en charge. Alors, les classes thérapeutiques, effectivement, souvent on voit qu'il y a le nom des médicaments, ce n'est pas un problème, hein. Vraiment, faites ce qu'il y a de plus simple pour vous, je dirais. Les posologies, bien sûr, ne sont pas à inclure, hein. Allez au plus simple. Nous avons besoin d'avoir une idée de la lourdeur des traitements. On va vous prendre l'exemple des pathologies cancéreuses. Si vous savez que la personne est sous chimiothérapie, c'est largement suffisant. Ne donnez pas le nom des molécules. Vous gagnerez du temps et pour nous, ça nous aide à savoir que c'est une contrainte thérapeutique majeure. Si la personne a par exemple eu un infarctus et euh, un nombre assez conséquent de traitements qui en découlent, les classes thérapeutiques peuvent être une manière plus rapide aussi de nous donner une idée de peut-être la polymédication chez cette personne. Concernant les effets secondaires, alors des fois, on se demande si on est en train de lire la notice ou bien les effets avérés, constatés chez la personne. C'est vraiment ça qui nous aide à savoir les retentissements éventuels de la iatrogénie que peuvent subir vos patients. Si par exemple vous avez une sédation qui entraîne un manque de participation à la vie en société, une sédation due à nombre de traitements, c'est là que ça peut être intéressant de nous le notifier. Euh, si, pardon, je reviens sur les contraintes connues en lien avec pas seulement les traitements, mais les prises en charge, si vous savez par exemple que les proches, les parents de certains de vos patients sont amenés à faire des allers-retours conséquents entre le domicile et les lieux de soins ou de consultation, ça peut nous aider également à connaître les retentissements non seulement sur la personne, mais son entourage. Euh, Oui, et en particulier chez l'enfant, on va vraiment s'intéresser au retentissement sur la famille, les parents dans nos décisions également de de compensation. compensation. Concernant les appareillages, il peut être utile, alors, on a une planche derrière concernant les appareillages, euh, il peut nous être utile de savoir si certains ont été essayés et s'il y a une difficulté quelconque pour les maintenir. Donc même si la personne ne s'en sert pas et que on peut faire le raccourci suivant, c'est-à-dire elle n'en a pas besoin, il vaut mieux nous dire pourquoi ça n'a pas pu être possible, en deux mots, ou tout simplement devrait en bénéficier, mais ce n'est pas le cas. Voilà, ça nous aide également. Pour les prises en charge, pareil, des fois on se questionne sur les prises en charge effectives ou bien celles qui sont en projet. Et des fois on en voit qui sont cochées. Plusieurs professionnels paramédicaux peuvent être, ou médicaux sur la droite, hein, peuvent être
cocher. Et si justement, dans le cas d'un suivi, par exemple, chez un enfant qui a des troubles 10, si on voit que l'orthophoniste est coché, mais qu'on apprend plus tard que finalement ce n'était qu'un projet, ça nous donne une indication sur la difficulté supplémentaire que peut avoir cet enfant en l'absence de prise en charge spécifique. Sur les projets thérapeutiques, je pense qu'on a déjà été assez clair. Oui. Concernant les retentissements, en détail, on va dire, c'est important car ça nous permet de préciser les conséquences sur l'état de santé de cette personne et sur ses activités habituelles. Et ça va être directement lié à l'attribution de certains droits. Le fameux périmètre de marche, qui parfois peut être incompris. Il est, Ouais, je im- t'écoute. il est important d'en rappeler la définition. C'est toute distance. Oui, pour les 3 semaines. Si vous pourriez éteindre votre micro, ça gêne un petit peu, je vous remercie. Le périmètre de marche, il s'agit bien d'une distance et non pas d'un temps, d'une distance estimée que la personne peut marcher, pas forcément rapidement, la vitesse n'intervient pas, mais que la personne peut marcher sans avoir besoin de s'arrêter, c'est-à-dire littéralement de ne pas pouvoir refaire un pas devant l'autre, ou sans avoir besoin de s'asseoir. Donc on est peut-être face à des limitations comme une claudication intermittente en cas d'artérite des membres inférieurs. Ça, la personne va vous dire, je pense, de manière assez fiable à quel moment, quel moment ou à quelle distance estimée elle a besoin de s'arrêter. Et c'est effectivement cette distance-là qui va nécessiter d'être transcrite. En cas de difficulté respiratoire, par contre, ou cardiaque, la personne peut être en pleine possession euh, de, des fonctions de ses membres inférieurs, mais va avoir besoin, pour des raisons de dyspnée, de s'arrêter. Et à ce moment-là, effectivement, ça ne va pas être combien elle est capable combien elle se sent capable de marcher, est-ce qu'elle peut effectivement aller jusqu'à cette boulangerie, et peut-être combien d'arrêts elle va faire avant d'y parvenir, et c'est là que va intervenir l'estimation. Si bien sûr, depuis votre cabinet, vous n'êtes pas en mesure d'estimer cela fiablement, encore une fois, vous pouvez laisser cette case vacante et nous pourrons estimer secondairement cette donnée. Pareil pour les cannes, si vous voyez régulièrement venir à votre cabinet une personne avec des cannes, bah, ça paraît simple, hein, on peut dire qu'elle en a besoin régulièrement. Euh, Voilà, on parlait de l'attribution de certains droits comme les cartes de mobilité pour ne pas stationner trop loin d'un lieu d'usage régulier ou pas, hein. Ça peut être des consultations ponctuelles, ça peut être euh, les centres commerciaux et euh, tous les lieux de vie habituel. Euh, des fois, il y a des situations où les personnes peuvent être saisies de certaines phobies, notamment les agoraphobies, ou subir des crises d'angoisse, des attaques de panique, qui vont limiter les déplacements. Là, on voit bien que le CERFA n'est pas forcément adapté, mais ça peut faire l'objet d'une note à part qui, nous, va nous aider également pour nous dire que cette personne est limitée et peut-être qu'une carte de priorité va pouvoir l'aider dans certains cas. Concernant les mobilités, encore une fois, nous avons des estimations sous forme de degrés qui sont les lettres A, B, C, D. Une personne qui réalise une tâche sans difficulté, donc qui est ici notée sous forme de la partie A de la grille, euh, si c'est sans difficulté, quel que soit le rythme, hein, si elle y parvient sans lutter, sans abandonner en cours de route, alors on peut raisonnablement cocher A. Si par contre, elle y parvient, mais vous percevez ou elle vous dit que clairement c'est quelque chose qui lui pèse, là, la case B est plus appropriée. Mais si elle ne fait pas ou de manière incorrecte sans un tiers, alors on voit qu'elle a bien besoin d'une aide humaine. Et là, c'est plutôt C. Euh, il y a une particularité, notamment
dans certains troubles psychiques qui concernent l'abolition ou d'autres facultés que la personne ne possède pas, en tout cas régulièrement, qui va parfois l'empêcher de faire certaines de ses tâches. Hein, dans quelque chose d'un peu plus, un peu plus conceptuel. On sait que mécaniquement, par exemple, sur le plan moteur, la personne n'a pas de déficience, donc pourrait être capable, mais finalement ne fait pas. Voilà, on va prendre un exemple un peu plus euh, parlant en bas de cette page-là, sur la planche que vous voyez dans l'item entretien personnel, il y a faire sa toilette. Si par exemple vous voyez au cabinet une personne régulièrement en situation d'incurie, avec des vêtements et voire des odeurs assez évocatrices, on peut dire que cette personne a des difficultés à faire sa toilette seule, ou en tout cas sans être stimulée. C'est pour ça que je reviens sur la lettre C. On peut se dire que cette personne a besoin d'être régulièrement stimulée, donc a besoin d'une aide humaine, finalement, pour réaliser cette tâche. Alors, concernant la cognition, voilà, c'est pareil, on a différents degrés d'appréciation. Il y a des situations où maîtriser son comportement va être difficile et peut-être même mettre la personne en difficulté avec les autres. Euh, Encore une fois, ça ne nécessite pas un diagnostic, ça nécessite un échange avec la personne ou les personnes qui l'accompagnent pour se rendre compte de son quotidien en relation avec l'autre, que ce soit dans la sphère scolaire ou professionnelle ou familiale. Et c'est opportun de le noter à cet endroit-là. S'il y a des mises en danger récentes ou que l'on craint, des mises en danger qui peuvent être l'enfant à 12 ans mais traverse régulièrement sans regarder, c'est effectivement une mise en danger. Et au-delà d'une interprétation, si c'est quelque chose qui arrive régulièrement, c'est utile de nous en informer. Si par exemple, la personne est à risque de rester seule quand elle est sans surveillance, euh, ou qu'il n'y a pas de possibilité à l'heure actuelle de l'accueillir dans un lieu de vie, dans la case conduite émotionnelle et comportementale, c'est une information également importante. Juste en dessous, vous avez une toute petite case qui, à mon avis, passe parfois inaperçue, qui est le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale. C'est pour nous un élément clé pour avoir une idée. Encore une fois, chacun de ces items relationnels, social et familial n'a pas forcément besoin d'être impacté, mais s'il y a un retentissement quelconque régulièrement, c'est important de cocher oui. Si vous n'en avez pas l'information, bien évidemment, vous pouvez tout à fait laisser ça vacant et nous trouverons les informations ultérieurement. Euh, Pareil, pour l'entretien personnel, on touche à une sphère parfois intime et les personnes peuvent avoir du mal déjà à partager cette information. Il y a des fois un tabou, voire une honte hein, dans le partage de certaines déficiences qui arrivent au cours de la vie. Et là, il est parfois utile d'échanger avec les aidants pour voir à quel point justement la personne a besoin ou pas d'assistance. Euh, Encore une fois, les capacités cognitives, comme on l'a vu, sont déterminantes pour arriver au bout de chacune de ces tâches. Concernant la vie domestique, vous voyez que les mêmes cases existent. On en revient à l'importance d'avoir la personne auprès de vous, car ce ne sont pas des informations que vous pouvez improviser, je dirais. Euh, et chacune de ces tâches doivent être faites du début à la fin. Si par exemple nous avons une phobie administrative ou quelque chose qui y ressemble, alors vous avez dans la partie faire ces démarches administratives une difficulté. Donc soit B, soit besoin d'un tiers, sinon ça n'est pas fait. Gérer le budget est une capacité qui nous est utile aussi à connaître. Si vous avez par exemple l'information que la personne est sous mesure de protection juridique, une tutelle ou une curatelle, c'est là que c'est utile de le mettre. Les retentissements sur la vie sociale et familiale sont également clés.
car nous aide à avoir une image de comment serait la personne sans son ou ses aidants. Euh, Encore une fois, le type d'intervention, à ce stade-là, on a une idée, bien sûr, de l'aide, donc nul besoin d'être exhaustif, mais si vous avez des grandes lignes, c'est utile. Le retentissement sur la scolarité, et sur les études supérieures. Je dirais qu'on a souvent ces situations dans la sphère plus globale des TND, notamment les troubles 10, voire les troubles qu'on appelait autrefois multi-10. Euh, si on a une notion d'absentéisme, voire d'échec scolaire, ce genre de difficulté est utile pour la retranscription ici. Et sur l'emploi, si vous n'avez pas les éléments, souvent le médecin du travail peut les avoir. Donc on parlait tout à l'heure des autres éléments qui peuvent être joints à un dossier MDPH, au-delà du certificat médical. Euh, il est tout à fait opportun de préciser à votre patient que s'il y a par exemple un avis d'inaptitude ou un suivi médical rapproché avec la médecine du travail, que ces comptes rendus peuvent être, et d'ailleurs devraient être systématiquement joints à la demande. Euh, Si par exemple il y a eu des parcours professionnels inconstants, des personnes qui ne tiennent pas, entre guillemets, un emploi plus de quelques mois, là aussi ça peut être utile de le savoir, car certaines des compensations proposées aident justement la personne en situation de handicap à avoir un accompagnement personnalisé. Si bien sûr vous avez des observations complémentaires, vous pouvez les noter, mais ce n'est en aucun cas obligatoire. Encore une fois, ce qui est à retenir, c'est qu'à aucun moment vous ne serez noté sur 20, entre guillemets. Il ne s'agit pas de quelque chose qui nous aide à savoir si vous connaissez bien votre patient. C'est vraiment, nous avons principalement besoin de connaître les retentissements, les pathologies que nous savons que vous suivez, mais d'une pathologie à l'autre, les retentissements peuvent être très différents. On voit que l'accompagnement familial, social peut être très différent d'une personne à l'autre et les retentissements également. Euh, Si bien sûr des questions vous viennent par la suite, vous verrez que, je veux dire, au fil du remplissage des documents avec vos patients, euh, nous avons des coordonnées pour vous aider sur des cas bien particuliers. Voilà. Donc, bon, on était intervenu hein, sur le bon remplissage, numéro RPPS, l'identité du médecin et votre signature. Donc, il y a les petits cadres. Voilà, je reprends la main, Clio. Donc, on vous a mis pour illustrer euh, deux volets complémentaires qui sont CERFA aussi. Le CERFA ORL, indispensable en cas d'altération de fonction auditif en complément du CERFA MDPH, du CERFA demande et le CERFA ophtalmo. Voilà. Et puis, moins connu, il y a un volet médical complémentaire qui n'est pas CERFA et pourtant qui peut apporter beaucoup de compréhension quand il s'agit pour les personnes quand ils sont atteints d'altérations psychiques, cognitives ou mentales, en incluant les troubles du neurodéveloppement. Le CERFA classique est pas forcément très exhaustif et ne met pas trop en lumière ces altérations de fonction psychique. Donc, il existe un volet médical complémentaire que vous pouvez trouver sur monparcourshandicap.gouv.fr avec deux parties, deux grandes parties. La partie 1 réservée aux médecins, alors qui est pas forcément à compléter, surtout si tous les éléments ont déjà été complétés dans le CERFA demande.
Par contre, la partie 2 est extrêmement intéressante puisque c'est une partie qui fait 8 pages et qui reprend toutes les activités et les limitations pour la personne, que la personne peut remplir, que son entourage. Justement, là, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans le CERFA demande administrative, il y a une large place qui est réservée pour l'expression de l'usager sur ce qu'on appelle le projet de vie. Alors, qui fait une page, mais en fait, parfois on a trois, quatre pages parce que en fait, on prend toutes les pages complémentaires. Ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà, ça permet effectivement à la personne de s'exprimer, d'exprimer aussi son autodétermination par rapport à ce qu'elle souhaite et ce qu'elle ne souhaite pas, et de l'entourage. Donc c'est précieux pour toutes ces altérations de fonction. Donc même si c'est pas un CERFA, il peut être joint sans problème en pièce complémentaire au dossier MDPH. Pour vous rappeler que depuis le 22 avril 2022, les conditions de facturation de cette consultation spécifique et complexe a été valorisée et peut être facturable en une seule fois par patient à 60 euros en métropole. On exclut le surface simplifié, les remplissages des volets spécifiques ORL et ophtalmo, et c'est aussi une consultation qui peut être valorisée des deux côtés quand il s'agit d'un changement de médecin et la passation de la prise en charge de ce patient en situation de handicap. Donc par rapport à l'heure, c'est ce que je pensais. On va passer sur les cas pratiques illustrés, mais vous aurez le diaporama pour laisser du temps pour les questions et les réponses. Donc vous les aurez. Et donc, on vous a mis les coordonnées des pôles d'autonomie, en fait, la territorialisation des Yvelines. Et le fait que la spécificité des Yvelines, c'est que, en fait, il n'y a pas une MDPH centralisée, mais il y a des pôles qui évaluent toute perte d'autonomie, quel que soit l'âge, aussi chez la personne âgée. Et dans chacun de ces pôles, de ces 8 pôles, il y a des équipes pluridisciplinaires qui font l'évaluation et qui aussi font la compensation de toute demande. Donc, vous avez les mails d'entrée pour chacun des pôles et pour avoir des renseignements pour que les usagers sachent ou ceux qui les accompagnent où est-ce qu'il en est de son dossier, qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a un numéro unique, Allo Autonomie, que je vous ai joint aussi comme coordonnée. Voilà. Écoutez, je vous remercie et puis on va écouter si vous avez des questions. Alors, du coup, je vais commencer par lire les questions du chat qui ont été posées un petit peu au fur et à mesure. Pour limiter les fraudes, n'y a-t-il pas un moyen de remplir le certificat en ligne de façon sécurisée avec notre CPS? Tout à fait. L'idéal, c'est ça. Maintenant, je vous dirais par rapport effectivement à l'accroissement des fraudes et la falsification très, très importante de ce CERFA. L'idéal, c'est de le remplir de façon dématérialisée. On voit de plus en plus des CERFA qui émanent de Doctolib avec une signature aussi cadenas sécurisée. Et ça, c'est vraiment l'idéal en attendant voilà, que ça évolue et que le papier disparaisse. Comme le certificat doit refléter l'impact du handicap incluant les limitations physiques, pouvez-vous m'expliquer pourquoi les aides ménagères ne sont pas prises en compte dans ces aides financières? Une personne en fauteuil roulant, exemple, ou avec de lourdes pathologies l'empêchant de se mouvoir, comment fait-elle? Alors les aides ménagères, non, effectivement c'est du droit commun. Par contre, tout ce qui va être auxiliaire de vie, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont aider la personne à effectuer ces actes essentiels de la vie,
peuvent être pris en charge comme à titre de compensation par le département au travers de la prestation compensation humaine à condition d'y être éligible. Mais effectivement, tout ce qui est tâches ménagères, c'est du droit commun. Donc la MDPH ne vient pas compenser ces limitations d'activité. On en tient compte pour l'évaluation et la détermination du taux d'incapacité. On n'en tient pas compte sur les prestations financières. Bonjour, est-ce que la partie vie quotidienne du dossier rempli par le patient apporte des éléments utiles pour vous dans la prise de décision ou est-ce que le certificat médical suffit? Je peux te répondre. Oui, effectivement, s'il y a une concordance entre ce qu'avance la personne, parce qu'encore une fois, nous sommes d'accord, c'est du déclaratif, mais s'il y a une concordance entre ce qui est écrit dans cette partie qui s'appelle projet de vie et ce qui est écrit dans le CM, pardon, c'est notre abréviation pour certificat médical, effectivement, on en tiendra compte. Et c'est effectivement utile, plutôt que ce qu'on peut voir dans certaines situations, c'est utile même de faire participer vos patients en leur disant, vous pourrez vous exprimer plus largement si vous le souhaitez. Ça reste quelque chose de pris en compte par la MDPH. Il y a un espace dédié à cela. Je vous encourage à le faire. Et moi, médecin de mon côté, je remplis ce que je sais et comme ça, les deux informations seront bien sûr complémentaires. Et cohérente aussi. On s'attache aussi à la cohérence des différents documents. J'ai un patient aveugle qui peut marcher avec canne, mais est limité de fait de son handicap. Que noter? Exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire si vous avez l'impression que ça ne rentre pas clairement dans une case ou une autre, à la fin, dans la toute dernière page, vous pouvez vous exprimer librement en donnant, en retranscrivant sa mobilité actuelle et on en tiendra compte également. Et de toute façon, là, il y a aussi le CERFA ophtalmo qui sera indispensable parce que pour la détermination du taux d'incapacité sur les déficits sensoriels, on a besoin d'avoir des mesures précises d'acuité visuelle, de champ visuel. Et en général, les ophtalmos le remplissent très très bien, justement sur des signes fonctionnels complémentaires, type le nystagmus, la cécité nocturne, les vertiges ou pour ceux qui ont un déficit auditif. Donc, en général, c'est très très bien noté, y compris le besoin d'être technique comme une canne, effectivement. Nous sommes un service d'aide à domicile et amenés à transporter des personnes en situation de handicap ou âgées. Peut-on avoir des cartes de stationnement prioritaires? Et si oui, comment faire? Car actuellement, certains de nos bénéficiaires n'ont pas de carte et nous sommes obligés de nous garer loin du lieu de rendez-vous. Et cela pose problème. Alors, la détermination des cartes mobilité inclusion, elles se font surtout à partir de ce que le médecin a rempli sur le certificat médical. Il est attribué à l'usager. Après, lui, il peut effectivement, les aidants, si lui n'est pas en capacité de se déplacer, les aidants vont pouvoir utiliser, à condition qu'ils soient avec eux, dans le transport de la personne en situation de handicap. Mais la carte mobilité inclusion, par exemple le stationnement, hein, elle est Oui, nominative, elle est donnée à la personne en situation de perte d'autonomie. uniquement. Donc elle est individuelle. Oui, personnalisé, individuel. Mais il peut s'en servir, effectivement, pour enfin, quelqu'un qui ne peut pas conduire, et ben, ça sera l'aidant qui va s'en servir, effectivement. Ou La le, question, pardon. pardon. Non, la question suivante, elle touche également ce problème de stationnement. Voilà, c'est pareil, c'est la même chose, mais plutôt individuelle. Alors, un enfant qui a un TSA, qui peut s'habiller seul, mais l'amène à la mère, pardon, doit choisir ses vêtements car il remettrait systématiquement la même chose, quelle que soit la température, et elle reste présente le temps de l'habillage. Je coche quelle case? Ouais, très bonne remarque. Bah, ça dépend de l'âge. En fait, c'est toujours. Alors pour les enfants, c'est ça qui est délicat, c'est l'écart à l'âge. C'est-à-dire, hein, nous on a comment dire un guide aussi, un référentiel Hermès par rapport à tel âge, l'enfant il est en capacité de faire
telle chose, c'est-à-dire la propreté, marcher, s'habiller, manger. Donc on a ce guide très très détaillé. Donc ça va dépendre de l'âge, mais effectivement, si c'est, par exemple, il a 7 ans, bah, à 7 ans, un enfant, en principe, il est en capacité de s'habiller seul, d'après le guide Hermès, là aussi, hein, il y a des... Parce que si on prend à chaque fois de nos cas personnels, on va dire, ah bah, autour de l'équipe, ah bah oui, le mien, il faisait ça. Non, non, il y a un guide, donc nous, on prend le guide et on regarde, il est censé faire quoi. Si à partir de 7 ans, sa maman doit le stimuler, lui sortir des vêtements adaptés. Bon, après, à 7 ans, c'est sûr qu'on doit tous leur dire, quand même, oublie pas de mettre ton manteau ou des choses comme ça c'est normal. Mais si ça va au-delà de ça, c'est-à-dire il se met un slip ou une culotte et c'est terminé, là, c'est franchement pas adapté. Donc, dans ce cas-là, il faut cocher C parce qu'il faut une aide humaine. Sinon, l'enfant, qu'est-ce qu'il ferait? Eh bien, il sortirait en culotte pour aller à l'école. Encore une fois, c'est un moyen de faire. Et si vous êtes, entre guillemets, entre deux, vous pouvez très bien renvoyer la MDPH, entre guillemets, au projet de vie, en écrivant en dessous, voir projet de vie. Si la mère s'exprime ou le parent s'exprime plus en détail, comme ce que vous venez de dire, là, on a quelque chose de complémentaire à votre certificat. Dossier MDPH rempli en mai 2025, la patiente voudrait faire une demande d'AAH. Dois-je remplir un certificat simplifié? Je dirais tout dépend de l'évolution de la personne par rapport à l'année d'avant. Si vous avez estimé que, à nouveau, en la réévaluant en présentiel, à l'instant T, et que aucun des trois items de la première page n'a changé, vous pouvez. Après, charge elle aussi de donner plus de précision. Elle peut tout à fait compléter. Cette personne peut compléter des éléments qu'elle n'avait peut-être pas mis la première fois. Mais il y a l'inconvénient de passer entre guillemets à côté de quelque chose parce que soit médecin, soi-même, on ne peut pas forcément maîtriser tous les retentissements, notamment dans la sphère sociale, euh, on ne va pas, pour laquelle on ne va pas être sollicité. Par exemple, on va être sollicité pour un arrêt de travail ou une adaptation au travail. Donc là, on sait que la sphère pro va être impactée. Mais si on a un doute, il vaut mieux remplir même partiellement un nouveau certificat et on peut aussi s'appuyer sur beaucoup de réévaluations qui peuvent exister, notamment avec d'autres médecins spécialistes ou d'autres personnels paramédicaux qui, chacun, peuvent fournir un compte-rendu à la personne, compte-rendu qui, des fois, existe déjà et qui ne sont pas forcément retransmis aux médecins traitants et qui vont, bien sûr, peser de tout leur poids aussi. Parce que si c'est une personne, donc de ce que j'en comprends, qui ne bénéficiait pas de l'allocation adulte handicapé, donc ça veut dire qu'elle avait un certain taux d'incapacité, ça veut dire on doit augmenter son taux d'incapacité a priori. Pour ça, il faut des arguments. Ça veut dire que forcément que la situation ne peut pas être stable et qu'elle s'est dégradée et qu'il y a une aggravation. Donc, si l'état est stable et qu'on n'a pas de pièces complémentaires, c'est sûr que il y aura un statu quo. C'est-à-dire qu'elle restera sur le même taux d'incapacité. Parce que nous, on peut pas comprendre, donc on peut pas compenser correctement. Alors, il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions à l'oral? Moi, je voulais juste te remercier pour les précisions parce qu'on a beau en faire régulièrement, on apprend encore des choses sur des dossiers complémentaires et des façons de remplir des précisions. C'était surtout en ophtalmo parce que Oui, souvent on se retrouve, nous, enfin, en médecine générale, tout passe par nous à chaque fois, quoi qu'il arrive. Vous disiez tout à l'heure que les ophtalmos pouvaient le faire eux-mêmes. La vraie vie, c'est que c'est toujours les médecins généralistes qui font les dossiers MDPH et que quand nous, sur des choses très fines que finalement on ne suit pas, parce que surtout dans les pathologies ophtalmo très particulières, la difficulté d'avoir le compte-rendu et de préciser suffisamment les choses, et c'est au risque que ce ne soit pas accordé parce qu'il nous manque d'informations. Donc savoir qu'il y a un dossier complémentaire et que l'ophtalmo peut largement y participer, c'est hyper précieux, quoi. ouais. C'est vrai que bah, les usagers se rendent pas très compte non plus. Ils prennent des rendez-vous parfois sans préciser que bah, c'est pour remplir un CERFA.
Et Voilà. cette MDPH, bah, ça prend énormément de temps. Donc nous, on essaye aussi de les éduquer quand ils se déplacent au pôle. Et en leur disant surtout, prenez un rendez-vous spécifique parce que ça prend du temps. Et quand vous prenez un rendez-vous chez l'ophtalmo ou l'ORL, c'est pareil, dites-le lui en prenant Mm. rendez-vous que c'est pour faire une reconnaissance de situation de handicap. Parce que la plupart du temps, ils vous posent le dossier au cabinet, hein. Ils n'ont même pas l'idée. Ouais, C'est pour leur dire, bah non, il faut qu'on se voit, il faut qu'on ait les éléments qui nous manquent et tout. Donc c'est pour ouais, ça que c'est comme vous dites, c'est une question d'éducation aussi. c'est Mais il y avait ça. quand même des précisions qui sont très aidantes sur des formulaires complémentaires. Et donc, merci pour ces précisions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Merci beaucoup, On mesdames. reste à votre disposition. N'hésitez pas à travers les mails qu'on vous a fournis à nous interpeller ou via Madame Furtac concernant moi mes coordonnées. Hein, voilà, elle les a et donc n'hésitez pas. On est à votre écoute. Voilà, et je dirais même localement, nous sommes à vos dispositions pour vous recevoir si vous le Mm. souhaitez, ainsi que vos étudiants. Hmm. Comme ça, être formés dès le début, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci Merci à à vous. vous. Merci. Merci. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.